du moins, je vais essayer de faire un condensé de cela. Donc, je parlais de l'alimentation, des éléments qu'il faut considérer au niveau de la partie alimentation. Au niveau de la partie alimentation, la première chose que vous devez vérifier lorsque vous branchez, avant de brancher le chargeur, vérifiez d'abord la tension qu'il y a au niveau du chargeur. Donc, vous prenez le multimètre, vous vérifiez est-ce que la tension est bonne. Maintenant, dès que c'est ça, dès que c'est bon, vous branchez le chargeur, vérifiez qu'au niveau du plus, vous avez 19 volts. Est-ce qu'au niveau du plus, vous avez 19 volts? Vous faites la vérification. Une fois que la vérification est faite à ce niveau-là, le prochain point de test, c'est au niveau du MOSFET. Donc, vous regardez au niveau du MOSFET. Est-ce qu'au niveau du MOSFET, de l'entrée du MOSFET, du premier MOSFET, est-ce qu'on a 19 volts? Et je vous parlais donc du MOSFET. Je vous disais que le MOSFET, c'est un composant qu'il faut connaître. Une fois que vous connaissez ce que c'est, ce qu'un composant est, quel est son rôle, c'est plus facile de diagnostiquer pour savoir est-ce que c'est lui le problème, est-ce que c'est autre chose le problème. Dans le MOSFET, la meilleure définition du MOSFET, c'est un interrupteur. Le MOSFET, c'est un interrupteur. Ça veut dire qu'il a deux parties, la source, le drain, et nous avons un troisième élément, la gate. La gate qui est là uniquement pour activer le passage de la tension de la source au drain ou bien du drain à la source. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est juste son travail. Bon, maintenant, le point, c'est que ça ne s'active pas seul. Il y a parfois des composants à l'extérieur qui permettent cette activation. Et dans d'autres cas, c'est une puce qui fait ce travail. Au travail, bien sûr, en passant parfois par des composants. Donc, vous savez déjà que si on passe par un composant, ça veut dire que ce composant est important dans la chaîne ou dans le circuit. Ça veut dire qu'il doit être vérifié. S'il y a un problème au niveau de la gate, le composant doit être vérifié. Donc, il faut suivre les étapes pas à pas si vous voulez découvrir le problème sur la carte mère. Et je vous assure, et j'étais en train de dire cela au début, que les cours que nous vous donnons, c'est pour que vous ayez une certaine précision dans l'examen ou dans le diagnostic de votre carte mère. Ce n'est pas bon qu'on vous donne ces cours-ci et vous vous retrouvez encore en train de faire le hasard. C'est-à-dire, vous prenez encore une carte mère, vous faites comme si tous les cours qu'on a fait, non, tout ça, vous mettez de côté et vous vous jetez maintenant dans le hasard. Donc, chacun vous fait maintenant des trucs au hasard, tester les condensateurs ici, tester les MOSFET, tester ceci, tester les trucs, sans suivre aucune logique et aucun ordre. Donc là, c'est très mauvais. C'est justement ça que nous sommes en train d'éviter ou bien d'éliminer avec cette formation. Donc, avec cette formation, vous allez aller de manière précise. Vous n'allez pas faire des trucs au hasard. Vous allez suivre une certaine logique et habituez-vous déjà à ça. Parce que je vous assure, bon, peut-être vous qui êtes un peu là à distance, vous êtes un peu épargné de certaines choses. Peut-être, bon, c'est vrai que quand il y a des moments où je travaille avec certaines personnes, ils font toujours les mêmes erreurs et là, je leur parle. Mais les stagiaires que j'ai ici sur place, parfois, je me retrouve en train de crier même parfois. Parce qu'ils disent que, mais je ne comprends pas. On a fait le cours. Vous avez bien vu les étapes du diagnostic. Mais qu'est-ce qui se passe que il y a un problème d'alimentation sur une carte mère? Je l'ai dit, voilà une carte mère qui a un problème d'alimentation. Allez-y, dépannez. Dépannez cette carte mère en vous basant sur les cours et ce que je vous ai enseigné. Et vous pouvez aller au-delà. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous voyez une situation qui est quand même différente de celle que j'ai donnée. Et je vous rappelle que les notions que je vous donne, ou bien les cours que je vous donne, c'est pour vous donner des pistes, pour vous ouvrir l'esprit. Parce que ça ne peut pas être, ça ne peut pas concerner tous les cas. Parce que je ne peux pas, ça serait difficile. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait la formation. C'est pour revenir sur des cas particuliers à votre niveau. Même, il y a d'abord le cas général que je donne, mais maintenant, il y a des cas particuliers qui ne respectent pas forcément ce que j'ai donné dans le cours. Le cours, ce sont des pistes. Les cours vidéo que vous donnez sont des pistes.
Ce sont des pistes pour ouvrir votre esprit par rapport à certains concepts, certains fonctionnements. Maintenant, dans les cartes, mais vous allez rencontrer des cas différents. Vous allez rencontrer certains cas, mais déjà avec le concept que je vous aurai donné, votre esprit sera ouvert et vous allez mieux aborder la chose et vous allez mieux vous en sortir. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre là-bas à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation? C'est que, 1, il faut une tension d'entrée, il faut 19 volts, il faut que ça soit là. 2, il faut que les MOSFET par lesquels ça passe soient fonctionnels. 3, avant même cela, il faudrait qu'ils soient activés. Parce que s'ils ne sont pas activés, ils ne vont pas fonctionner. Il faut qu'ils soient activés. Et qui est celui qui les active? Il faut chercher celui qui les active. Et celui qui les active peut être une puce, ça peut être un certain circuit qui permet ça. Vous devez connaître qu'est-ce qui permet l'activation de ces MOSFET. La tension doit passer par là, mais il faut que ça soit activé. Et qui active, il faut connaître. Si c'est une puce, elle passe aussi également parfois par des composants. Et ces composants-là, il faut connaître. Les composants, s'ils font déjà partie du circuit, ceux qui sont importants, et on ne peut pas les mettre de côté. Dans l'examen, ils sont donc là. Voilà. Donc, on a donc plusieurs facteurs pour que la 19 volts passe. Et s'il y a un seul facteur qui dérange, on est en difficulté. Le cinquième élément qui n'est pas à négliger, c'est le court-circuit. Le court-circuit bloque la tension de passer. Ça empêche. Et si la tension veut quand même forcer, quand on n'a rien fait pour stopper la tension là, la seule chose que ça va faire pour la 19 volts, ça va brûler. Il n'y a rien d'autre que ça va faire sur la carte. Quand vous voyez une carte est brûlée à un endroit, sachez que la 19 volts est passée là-bas et il n'y a rien qui l'a empêché et ça a fait ses ravages. Ça va brûler. Et si on n'enlève rien, on ne fait rien, ça va brûler, brûler, brûler jusqu'à arriver aux composants qui va peut-être, parce que parmi ces composants sur la carte, il y en a d'autres qui ont le signal de température. Et avec ça, ils agissent rapidement pour stopper les choses. Donc, ça va arriver jusqu'à ce composant-là, avant que lui, peut-être, il arrête. Soit, ça va détruire complètement le composant, un composant qui devait faire passer la tension. Si ça le brûle complètement, non, là, c'est que ça va, là, tout le dégât va s'arrêter là-bas. Ça ne pourra plus continuer parce que tout s'est brûlé et rien, il n'y a plus là, on ne peut plus continuer. C'est tout. Voilà pourquoi ça va s'arrêter. Mais tant qu'il y a toujours la continuité, la brûlure va continuer et la carte va bien se brûler. Donc pour les cartes qui sont brûlées là, n'abordez pas ça au hasard. N'abordez pas ça au hasard, il faut faire très attention. S'il y a des pistes loin à l'intérieur, certains endroits qui sont brûlés, vous ne pouvez rien faire pour cette carte-là. Ça dépend des situations. Il y a des situations qu'on peut intervenir et agir, et des situations qu'on ne peut pas intervenir, qu'on ne peut tout simplement pas intervenir, tout simplement parce qu'à l'intérieur du PCB, de cette plaque que vous voyez là, les fils à l'intérieur se sont déjà mélangés. Parce qu'il y a beaucoup de fils, donc vous voyez un peu comme un endroit, peut-être une très grande ville où il y a des routes un peu par-ci, par-là, en haut, en bas, et tout, c'est la même chose. C'est la même chose dans le PCB, dans cette plaque de carte mère. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de fils à l'intérieur qui se traversent, l'autre en bas, l'autre en haut, et ainsi de suite. Et comment ça se passe? Donc, quand la brûlure s'effectue, ça arrive à un certain niveau où ça mélange cela, ça devient difficile. Donc, ça dépend de la zone. Il y a des zones où c'est bon, vous pouvez résoudre le problème parce que là, à ce niveau-là, il n'y a que 2 fils qui passaient. On avait le plus et on avait juste le moins. Et là, à ce moment, vous pouvez faire un pont, vous traversez la zone. Pour ça, vous coupez tout l'endroit qu'on peut circoncire. Vous essayez de voir si vous pouvez circoncire un endroit et faire un pont, vous le faites. Dans tous les cas, c'est des situations que vous allez mieux comprendre quand on rencontrera des cas pareils. Mais il y a des cas que vous ne pouvez vraiment rien faire. Comme ça. Allô? Oui. Parlant du diagnostic de l'alimentation et tout, lorsqu'on fait un diagnostic de l'alimentation, à quel niveau est-ce qu'on peut s'arrêter pour dire que oui, ici, ça ne concerne plus l'alimentation? Après, après
après la deuxième bobine ou on va au-delà pour diagnostiquer l'alimentation? Après le deuxième MOSFET, autant pour moi, le deuxième MOSFET d'entrée là. C'est après ça qu'on s'arrête ou on va au-delà, on contrôle aussi pour chaque puce et tout et tout? Non, non. On s'arrête là-bas. C'est-à-dire, après le deuxième MOSFET, si tu as déjà 19 volts, ta carte mère n'a plus un problème d'alimentation. Ah, d'accord. Donc, ça peut avoir un problème de sous-alimentation, mais pas en alimentation. Mais parfois, les cartes mères mélangent tout ça. C'est-à-dire, en envoyant un signal, il y a des signaux lumineux qui sont envoyés par certaines cartes mères au niveau pour dire qu'il y a un problème d'alimentation. Et là, ça, ils généralisent. C'est-à-dire, ils mettent juste comme ça là et ils te disent qu'il y a un problème d'alimentation. Maintenant, quand ils te disent qu'il y a un problème d'alimentation, ils sont en train de te dire alimentation générale. C'est-à-dire, ça peut être à 19 heures, non, ça peut même plus être à 19 heures. Dès que tu vois déjà la lumière, oublie, 19 heures passe déjà. Donc là-bas, c'est déjà réglé. Donc, ça veut dire que 19 volts passe déjà à un niveau, je ne vais pas dire partout sur la carte, mais à un niveau, il y a déjà 19 volts. Ça peut être avant le premier MOSFET, ça peut être après, mais sache que si tu vois déjà la lumière, sache qu'il y a déjà 19 volts à un certain niveau sur la carte. Parce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que la partie des 19 volts est déjà toute bonne. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, la 19 volts peut être présente, mais il y a un problème d'alimentation. Même si la 19 volts est présente et dans certaines zones, il y a toujours un problème d'alimentation, peut-être pour sortir une tension. Ça peut toujours clignoter quoi, pour te dire qu'il y a un problème d'alimentation. Il y a une zone qui n'est pas alimentée. Ça peut toujours te dire ça comme ça. C'est peu ça. Mais sinon, par rapport à ta question, dès que la 19 est sur la résistance de charge, ou bien après le deuxième MOSFET, puisque la résistance de charge dans certaines cartes est située plutôt entre les deux MOSFET. Donc, je préfère dire après le deuxième MOSFET. Là, on est sûr. Si la 19 est déjà après le deuxième MOSFET, c'est que c'est bon. Ta carte mère n'a plus un problème d'alimentation. D'accord, merci. J'ai encore une question. Oui. Si par exemple la puce 3 volts, 5 volts a un problème, est-ce que ça peut impacter dans l'arrivée de la 19 volts au niveau du deuxième MOSFET, étant donné que la puce de charge communique parfois, je ne sais pas si c'est toujours, avec la puce 3 volts, 5 volts? Oui, non, je comprends. Ta question est logique. Je vais vous expliquer ça. Laissez-moi un peu faire ça rapidement parce que là, c'est mieux que je vous explique ça de manière pratique. De manière un peu plus pratique là. Je crois que vous allez mieux comprendre comme ça. Donc, laissez-moi, je suis en train de partager mon écran pour vous permettre de voir. Et quand on va avancer, je crois que vous allez voir ça aussi. Donc, je vais vous montrer directement là pour que vous puissiez voir rapidement. Et là, ce soit un peu plus pratique. Vous voyez bien le schéma, non? Oui, oui. Je vais vous expliquer ça de manière pratique. C'est mon montrer. Voilà, je vais mettre charger ici, charger 1. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir les clés. Vous allez avoir certaines clés. Au fur et à mesure qu'on va faire la formation, vous allez avoir certaines clés. Et à ce moment, je crois que vous allez vraiment bien comprendre. Hein, vous allez vraiment savoir que, bon, OK. Donc, ça veut dire que voilà comment ça fonctionne. C'est juste une question d'ouvrir vos yeux correctement. À ce moment, vos yeux seront ouverts. Donc, vous n'aurez plus trop de questions parce que vous avez déjà compris le fonctionnement, certains concepts. Donc, ça va, on va arriver à ce niveau-là. Ça va aller. Je suis obligé de parcourir. Je voulais prendre quelque chose. Je ne veux pas trop parcourir.
Je vais prendre le jack. Okay. C'est jack. Ici, ils ont mis trop d'images. Ouais, ici, en fait, ils ont mis trop d'images. Ça dérange. Bon, on peut trouver ça, mais on va aller trop étape par étape, parce que je ne veux pas. Donc, je vais trouver rapidement ce qu'il nous faut. Je vous explique une fois ce que je vais vous expliquer. D'accord, donc on est ici au niveau de cette page. On voit par exemple, une page. Donc là, vous voyez bien à ce niveau-ci. J'espère que vous voyez bien à votre niveau. Oui, on voit bien, c'est bon. Voilà, donc ça c'est le DC jack. Le DC jack. Donc ici, ça c'est le connecteur le circuit de charge, en fait, on peut dire comme ça. Donc ça c'est le circuit de charge. C'est un connecteur qui est fixé sur la carte mère. Donc, le G là, c'est le ground, c'est la masse, On a la masse là. Et on a le plus ici. Donc, les noms que vous voyez sont importants. ADP in. Ça, c'est le nom de la 19 volts à l'entrée. C'est-à-dire de la 19 volts avant même d'entrer de dépasser la bobine. Parce que voici une bobine ici. L1027, c'est une bobine. Donc, le nom de la 19 volts et ADP in. Les noms là, vous devez les retenir. Maintenant, il y a un autre élément qui doit attirer votre attention ici. Et les éléments, s'il vous plaît, au fur et à mesure qu'on va avancer, il faudra être attentif pour retenir des petits éléments. Et ça va vous aider au fur et à mesure parce que même dans certains schémas où vous n'avez pas ces éléments-là, vous allez vous souvenir quand même que vous avez vu des éléments pareils et ça va attirer votre attention quand même. Nous sommes ici. Ici, on écrit 125 millisecondes. 135 millisecondes. C'est-à-dire, on a en train de vous dire ici que le courant va traverser ici. Hein, cette interlace va traverser en 135 millisecondes. Donc, c'est une estimation du temps. C'est pour vous expliquer un peu avec quelle vitesse le travail s'effectue. En fait, le travail s'effectue ici en termes de millisecondes, de millisecondes. Et là, c'est l'intensité ici, l'intensité maximale qu'on a de ce côté-ci. Voilà pourquoi si vous injectez même 3 ampères ici, ce n'est pas mauvais. Même 2 ampères, ce n'est pas mauvais. Mais si vous allez dire à 4, bon, vous êtes bien que dépasser déjà ce qu'on a recommandé. Donc, ça peut créer un problème. Vous allez alors à 5, vous avez tout simplement dérangé. C'est-à-dire vous êtes en train de vouloir créer un problème sur des composants qui fonctionnaient même normalement. Parce que l'intensité, on ne joue pas avec l'intensité. Donc, l'intensité est à respecter. De même que la tension. Bon, c'est vrai que la tension, pour la tension, dans certains cas, tu peux déborder un peu plus. Dans certains cas, il y a des cas où tu ne peux pas. Des composants qui ne supportent même pas qu'on déborde un peu, mais d'autres qui peuvent quand même supporter. Oui, ce sont des cas qu'on va voir. OK, si vous avez le power supply, alors essayez un peu. Vous avez des cartes mères. Donc, quand je dis comme ça, bon, vous n'allez pas seulement juste suivre et dire, OK, comme une parole d'évangile. Non, ici, c'est la technologie. Ça veut dire que vous essayez, vous avez le power supply à votre niveau. Vous mettez ici pour tester un peu. Vous dites, OK, voilà ma carte mère. On a dit que c'est 3,42 ampères. OK, je veux le tester. Parce que vous ne perdez rien. C'est une carte qui est gâtée. Bon, vous voulez juste faire vos expériences avec. Vous ne perdez rien. Vous voulez apprendre. Donc, vous dites, bon, 3,42 ampères. OK, moi, je vais le tenter un peu. Je mets 4 ampères. Tu vois un peu qu'est-ce qui se passe. Oui, après ce moment, tu dis, je mets 5.
Tu vois un peu. À ce moment, ça va te permettre d'avoir, de mieux comprendre. Parce que quelque chose que tu as, quand tu dis à un enfant que non, ne mets pas ta main ici, le feu va te brûler, tu vois, il ne comprend pas. Mais quand ça le brûle, il a une expérience meilleure que ce que toi tu lui disais d'habitude. Donc, c'est des petits tests comme ça, faites-le à votre niveau, ça va mieux vous aider. Donc, l'intensité, c'est ça, à respecter. J'ai une question. Oui, allons-y. Avec le power supply, par exemple, on injecte la tension avant ou après le truc. Et comment est-ce qu'on procède? Oui, bon, pour injecter la tension, il faut utiliser des sondes. Il faut utiliser des sondes et régler. Il faut régler le power supply. Quand tu as ton power supply, il y a toujours la partie tension, la partie intensité. Et c'est généralement les power supply viennent avec des sondes. Des sondes comme celle du multimètre. Tu mets le moins comme ça, la sonde négative sur la masse et la sonde positive, désolé. La sonde positive, tu la prends et tu la mets à l'endroit où tu veux injecter la tension. Maintenant, tu dois tenir compte de la tension qui doit passer là-bas. Parce que si tu mets une tension qui est au-delà et qu'il y a des composants qui ne peuvent pas supporter ça, ils vont tous se gâter. Ah, d'accord. Oui. Donc, tu vas te servir généralement des sondes et tu vas régler ça selon le power supply. Donc, il y a plusieurs power supply. Il y en a qui sont que tu peux régler en voyant directement les chiffres avancés. Donc, il y a plusieurs. Donc, par exemple, là, c'est un power supply. Donc, tu as une partie qui est current. Quand tu vois current, ça veut dire que c'est l'intensité. Là, tu vas voir voltage, c'est la tension. Donc, c'est la tension. Donc, tu règles tout simplement là. Bon, je sais que ça inverse. Peut-être vous ne voyez pas bien là-bas. Donc, c'est un peu ça. Tu règles à ce niveau-ci. L'autre, c'est fine. Fine, c'est pour ajuster ça avec les virgules. Donc, très bien. Pour faire une certaine précision. Là, ça modifie plus avec les virgules. Ici, ça évolue un peu plus rapidement. En entier, et ça évolue plus rapidement ici. Là, c'est plus avec les virgules. Donc, pour ajuster sans trop avancer. C'est un peu comme ça. Pour avancer, ajuster lentement. Ici, c'est pour avancer rapidement, pour augmenter les chiffres. Et là, ça va s'afficher ici. Donc, si je branche là, tu vas voir. Je crois que tu comprends déjà quand même, non? Oui, merci. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, on est on revient au niveau du schéma. Donc, au niveau du schéma, voici une bobine. Ça, c'est la bobine. Et après la bobine, la tension s'y prend un autre nom. Et ça n'est pas à négliger. Ne négligez pas ça. Ça prend un autre nom. Regardez également les condensateurs qui sont ici. Regardez la valeur ici. Regardez cette valeur. Attendez, je souligne. Merde. Voilà, ça sélectionné. Vous avez vu la valeur là, hein? Oui. Oui. Voilà. C'est combien? 25. 25 volts. 25 volts. Voilà, on est en train de vous dire que les condensateurs que vous voyez, ce condensateur comme celui-ci, ils peuvent supporter jusqu'à 25 volts. Donc, tout ça est à prendre en considération. Voilà pourquoi je vous donne ces informations, pour qu'au fur et à mesure, vous soyez un peu plus précis dans ce que vous faites et ça puisse vite passer à votre niveau. Donc, ils peuvent supporter jusqu'à 25 volts. Par contre, vous allez voir un autre condensateur ici qui, lui, supporte 16 volts. Ouais, voilà un autre ici. Lui supporte 16. Pourtant, ce qui était derrière là supportait jusqu'à 25. Jusqu'à 25, vous voyez que 16, bon, quand tu débordes un peu, tu arrives à 19, c'est pas grave. Si tu ajoutes même jusqu'à la moitié, c'est pas grave. Je dis pour la tension là, tu peux ajouter encore jusqu'à la moitié, mais ne double pas. Ajouter jusqu'à la moitié encore, ça passe. Dans certains cas, je dis pour certains composants qui supportent des hautes tensions, des tensions un peu plus élevées, il y a d'autres qui ne veulent même pas l'augmentation, même 1 volt ou 2 volts déjà, ça va le mettre mal à l'aise. Donc, ça dépend des zones. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, au niveau donc, ici, à ce niveau-ci, on a donc cette bobine. Et je vous disais donc que la tension change de nom et il faut prendre ça au sérieux. Regardez, c'est ADP in. Maintenant, dès que ça traverse
regardez, ça porte un autre nom. Plus VADP. Voilà son nouveau nom. Après que ça ait traversé la bobine. Son nouveau nom, c'est plus VADP. Tous ces noms sont importants. Et on vous dit page 14. Ici, là, c'est la page. Ça vous permet de voir à quel niveau cette tension est en train de partir. Donc, cette tension qui vient là, regardez, quand ça vient comme ça, il faut bien comprendre. Ça vient là, ça traverse cette bobine. Cette bobine, c'est comme un fil. Vous voyez là, à l'intérieur, on voit bien, c'est un fil. Donc, c'est continu. Donc, si cette bobine est gâtée, vous aurez la tension ici de ce côté, mais de ce côté, vous n'aurez pas la tension. Mais même si de ce côté, vous n'avez pas la tension ici, vous avez la tension, il faut donc savoir que cette bobine a un problème. Et c'est un fil, tout simplement. Donc, c'est anormal qu'on ait la tension. Et ici, on n'a pas de tension. C'est anormal. Si ici, au 2, on a la tension, au 1, on n'a pas de tension, ça veut dire que cette bobine est gâtée. Là, ne réfléchissez même pas. Vous changez cette bobine. Et ne mettez pas juste un petit fil là, non. Vous pouvez encore mettre un fusible. Vous pouvez remplacer cette bobine par un fusible. C'est encore meilleur. C'est toujours bien. Enfin, c'est toujours bien. Mais lui, il joue plus le rôle de filtrer. Et également, ils font ça de manière très sensible, ce genre de bobines. Ce sont des bobines carbonées. Donc, ils font ça de telle manière que si il y a un problème, parfois, ça peut aussi se brûler, ça sauve la carte. Parce que si cette bobine se brûle, vous voyez que ça va couper directement la tension qui est ici de celle qui est là. Et ça va préserver quand même la carte. Voilà. Donc, maintenant que la tension quitte comme ça va là. Regardez, plus VADP. Page 14. Maintenant, le VADP là est en train d'aller comme ça alimenter. C'est ça que vous devez comprendre. Ça n'a pas alimenté des composants. Ça n'a pas alimenté des composants. Par curiosité, vous pouvez chercher à aller à la page 14 pour voir, OK, tu peux faire quoi? Voilà un peu les petites recherches individuelles que je vous demande de faire. Et ce sont des petits trucs comme ça que vous allez faire pour pouvoir maîtriser les schémas. Parce que tout ce qu'on a en train de faire, c'est arriver au point de bien maîtriser les schémas. Maintenant, il faut que tu aies bien maîtrisé les schémas et tu avances sur cette base. À un certain moment, quand tu n'auras pas de schéma, tu vas t'en sortir. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut d'abord bien comprendre les concepts qui sont là avant de pouvoir faire sans ça. Parce que tu auras déjà une certaine habitude, une certaine routine. Ça va aller tout seul. Donc ici, on a ADP in qui va se transformer en A plus VADP. C'est toujours la même 19 mais qui part à des endroits. C'est pour vous dire qu'à partir d'ici, il y a des fils. Il y a des fils, donc il y a un fil qui va donc partir comme ça, alimenter un secteur, toujours dans la plaque là, dans cette plaque à l'intérieur. Maintenant, il y aura un autre fil qui va donc venir tout droit. Et quand vous voyez le fil renforcé comme ça, généralement les larges pistes, c'est la piste principale. Donc, si vous avez un schéma où ils mettent la large piste comme ça, c'est pour vous dire que ça, c'est la piste principale. Si vous voulez, la route principale. Donc, pour certains pays, on peut dire l'axe lourd. Et donc, on va à la grande route. Ça, c'est juste des déviations pour aller faire alimenter des secteurs ou bien des villages, si vous voulez. Des villages. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème dans ce secteur, de l'autre côté là-bas, il peut y avoir court-circuit. Si ça n'a pas alimenté ce secteur-ci et qu'au niveau de ce secteur de la page 14, il y a des composants qui sont reliés à la masse là-bas. Mais évidemment, s'il y a un problème là-bas, tu n'auras pas de tension ici. Quand tu vas brancher, tu vas généralement voir la fumée sortir. Ou bien tu vas voir le chargeur s'éteindre. Parce qu'il y a un problème. Quand tu regardes, tu te dis, bon, mais il y a un problème à quel niveau? Tu vois directement, il y a court-circuit. Quand tu vérifies ici, parce qu'il se passe jamais, certaines personnes sont souvent dépassées, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il met son multimètre ici, il voit court-circuit à l'entrée. Il dit, mais court-circuit à l'entrée, qu'est-ce que ça signifie? Il vient là. Regardez, au hasard, regardez comment les gens font souvent au hasard. Il dit court-circuit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ah, peut-être sur le MOSFET, c'est qu'il y a un court-circuit. Il met ici, il voit court-circuit, il dit, ok. Peut-être sur le MOSFET, il voit ici, il touche ici, il voit court-circuit. Il voit la masse. Il voit l'autre condensateur, court-circuit, le condensateur, s'il y a un court-circuit. Celui-ci sera également, non, celui-ci ne sera pas un court-circuit. Mais celui-ci sera un court-circuit. L'autre-ci, un court-circuit. Il dit, merde, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il enlève le condensateur, il dit, mais c'est pas possible. Ce condensateur-ci, peut-être c'est lui. Il enlève le condensateur-ci,
c'est toujours court-circuit. Et le condensateur n'a pas de problème. Il remet le condensateur. Il revient ici. Il enlève ce condensateur. Ça n'a pas toujours de problème. Il remet. Il dit que merde, c'est pas possible. Il vient là comme ça, il dit que merde. Court-circuit à quel niveau finalement? Tous les composants que moi je regarde ici, je ne vois même pas un qui soit en court-circuit. Mais le court-circuit là est réellement où? C'est parce qu'il ignore. Il ignore ça. Ça. Voici une déviation qui peut alimenter des composants. Voilà une déviation. Voilà une déviation. Si là-bas, il y a des composants reliés à la masse, mais le court-circuit peut être de ce côté. Mais justement, s'il n'y a même pas ça de ce côté, regardez donc plutôt de ce côté-là. Ça, c'est au cas où peut-être le PCB peut-être n'est pas brûlé, c'est-à-dire la plaque là n'est pas brûlée. C'est que regarde de ce côté. Ce n'est pas la magie. Ça se trouve de ce côté-là. Le plus VADP là, là où la tension est partie. C'est là-bas. Si tous les composants qui sont reliés à la masse ici à l'entrée dans ton schéma, aucun d'eux n'est en court-circuit, c'est que le court-circuit est là-bas, là-bas, terminé. Maintenant, avant de conclure ça, il y a un élément qu'il faut vérifier. Tu veux rassurer qu'ici, il y a la barrière. C'est-à-dire, tu veux rassurer que le MOSFET-ci n'est pas en continuité. Sinon, c'est que le raisonnement de tout à l'heure n'est pas vrai. Si ici, là, il n'y a pas de continuité dans ce MOSFET, c'est-à-dire tu testes source à drain. Tu mets une des sondes sur la source, l'autre sonde sur le drain, et ça ne bip pas en continuité. Ça veut dire que le MOSFET est fermé pour le moment. Il n'est pas ouvert. Maintenant qu'il est fermé, ça veut dire que la tension qui est ici ne vient pas ici directement. Ça veut dire que c'est bloqué donc de ce côté-ci. Maintenant que c'est bloqué de ce côté et que tu as un court-circuit ici à l'entrée, tu as testé ces composants. Tu as retiré, tu as retiré. Il n'y a pas de problème. Si tu veux commencer comme ça, tu peux commencer. Maintenant, tu vois rien n'est relié à la masse. Rien n'est relié à la masse. Même celui-ci, tu l'as enlevé. Il n'y a pas de masse. Hein? Bon, déjà, si tu l'enlèves, ceci, c'est aussi une bonne chose. Enlever la bobine, c'est aussi une bonne chose. Ça, c'est au cas où tu n'as pas le power supply. Et tu as envie d'aller pas à pas. Donc, tu vas aller avec ton multimètre. Tu enlèves peut-être celui-ci. Quand tu l'enlèves, OK, dès que tu l'enlèves, tu dis, OK, je viens d'isoler deux parties. Tu vérifies encore ici, est-ce qu'au niveau du 2, il y a court-circuit. S'il n'y a pas court-circuit, ça veut dire que le court-circuit est plutôt de ce côté-ci. C'est de ce côté. S'il y a court-circuit ici, c'est que ce composant, soit il est en court-circuit, soit il y a un court-circuit au niveau de ce connecteur. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il y en a. Il y a un court-circuit là. Et généralement, quand il y a un court-circuit à ce niveau, ça va brûler. Là, ne réfléchissez même pas, ça va brûler ici. Dès que tu vas brancher, tchac, directement, tu vas voir le feu ou la fumée ici. C'est automatique. Si tu le laisses brancher, ça va continuer à faire son travail. Maintenant, il y a des cas où le chargeur, lui, se protège. Et il protège dans la carte mère pour les bons chargeurs. Pour les bons chargeurs, c'est un court-circuit vraiment ici au niveau du PCB. Lui, il va se protéger. Dès que tu vas brancher, directement, tu vas voir, il n'y aura rien, aucun comportement. Tu mets ici, tu n'auras pas de 19 volts. Et tu regardes ton chargeur, tu vois que la 19 volts qui était d'abord là n'est plus là. Ça veut dire que le chargeur s'est protégé. Et là, tu es chanceux. Il s'est protégé. Parce qu'il a constaté qu'il y a un dégât et il veut que tu élimines ça avant de continuer. Là, c'est que tant mieux pour toi. Tu es sauvé. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, le schéma n'est que comme vous voyez là. Ça veut dire que même si tu coupes l'endroit-ci, tu creuses, tu coupes ici, hein, tu n'as pas de problème parce qu'il n'y a aucun fil. Regardez là, on n'a pas d'autre fil. On n'a que la masse et le plus. Donc, ça veut dire que tu creuses cet endroit-ci, tu creuses un endroit ici, ou bien annuler, tu vas annuler le court-circuit autant que tu peux. Mais s'il y a possibilité, regarde bien l'étain, tu dessoudes le composant, tu regardes s'il n'y a pas peut-être de l'étain qui s'est mélangé en bas. Je n'ai pas dit de creuser directement. Creuser là, c'est quand on est à l'excès, c'est-à-dire au niveau le plus compliqué. Donc, tu essaies de séparer ce que tu peux. Maintenant, tu remets ton connecteur, même s'il n'est pas fixé exactement sur le plus, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre un petit morceau de fil, tu touches donc ton connecteur directement au niveau du connecteur même. Même si ce n'est pas sur la piste, on s'en fout parce que là, déjà, tu as tout gâté là-bas.
tu mets un fil qui va monter comme ça et venir directement là, à l'entrée de cette bobine. C'est tout. Et tu as résolu ton problème. Vu que c'est le point était là-bas, tu as résolu ton problème et tu passes à autre chose. Mais il faut faire attention s'il y a plus de fils que ce que nous voyons ici. Parce qu'ici, il n'y a que le plus et le moins. Là, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a le plus, le moins et autre chose, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ce que je viens de vous dire là. Il faut faire attention dans ces cas-là. Dans ce cas, il faut bien faire attention. Donc, on évolue. Donc, maintenant, je sais qu'il n'y a plus de court-circuit ici. Et j'ai un court-circuit au niveau du 1. Ok, s'il y a un court-circuit au niveau du 1, ça veut dire que soit le condensateur, s'il y a la masse, ok. Si ce n'est pas lui qui a la masse, d'accord, c'est que dans ce cas, le problème vient d'ici. Parce que ici, je dis que c'est déjà bloqué. Donc, ça veut dire que le problème vient d'ici. Dans la zone ci, page 14. Et je tape dans la barre de recherche, juste pour qu'on voit un peu ce qui se passe là-bas. Vous allez voir le même signal là-bas. 14, entrée. Ok, au niveau de la page 14, nous sommes où là? Donc, regardez, nous sommes dans une zone. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Mais regardons le titre. Regardons le titre. On va nous dire, on nous dit Power Sequence. Power Sequence. Donc, séquence de démarrage. Ok, on va voir le même signal là ici. C'était plus VADP. Pour raccourcir mon travail, je peux taper dans la barre de recherche VADP. VADP. Là, s'il est là, ça va me montrer une fois où il est. Tac. Ça me montre directement où il est. Le voilà qui a atterri ici. Voilà cette tension-là qui a atterri ici sur d'autres composants. Les voilà. Voilà plusieurs autres composants ici. Et remarquez bien, vous allez voir qu'il y en a, il y a la masse, il y a des composants qui sont reliés à la masse ici. Imaginez-vous que toutes ces résistances ont claqué et la masse est déjà là. Terminé, vous aurez un court-circuit. Vous aurez un court-circuit. Et si vous arrivez, vous vérifiez ces résistances. Regardez ces résistances. C'est normalement 220 kΩ. Ici, 220 kΩ. Si ces résistances n'ont plus cette valeur, c'est-à-dire qu'elles sont maintenant arrivées peut-être à 10 ohms par exemple, parce qu'elles se sont gâtées. Si elles sont à 10 ohms, tout ça, tout ça va crier carrément. Tu auras un court-circuit. Ça peut être même à 5 ohms ou 2 ohms, tout ça. Et ça dépend. Ça dépend d'à quel niveau dans votre bitumen on a mis cela. Mais dans tous les cas, dès qu'elles ont déjà claqué comme ça, la masse va se ressentir ici. Donc, vous vérifiez ces composants-ci. Si vous vous rendez compte qu'il y a un qui est déjà gâté, c'est bon, ça veut dire que c'est lui le problème. C'est comme ça qu'il faut voir. Et maintenant, cette tension-là vient comme ça vient là, ça vient encore là, voilà encore les composants. Donc là, cette tension comme ça, là, on n'a pas de masse ici. Mais voilà un autre composant ici. Ça arrive là, regardez ce composant-ci, le U8B. En fait, c'est le U8. Sur la carte, mais vous ne verrez pas U8B. Vous allez voir U8. Mais dans le schéma, on dit que U8B parce que dans cette puce qui est U8, on a deux puces. On a deux composants. C'est un circuit intégré, mais dans lequel il y a encore deux petits circuits. Voilà pourquoi on voit U8B. Et on pourra, sur le même schéma, on aura U8A. Mais sur la carte mère, pratiquement, vous ne verrez ni A et B. Vous allez avoir U8 tout simplement. Ce sera un composant à 8 pattes. Mais ici, on a divisé en deux. Dans les 8 pattes, là, on a la patte 4, 5, 6 et 7. 5, 6, 7, 8. C'est un seul composant. Maintenant, il y a patte 1, il y a patte 1, 2, 3. C'est un autre. Donc, c'est deux composants qui sont dans ce cycle intégré U8. Les U, c'est pour les cycles intégrés. Donc, on voit U ou bien PU, c'est pour les circuits intégrés. PU, c'est un circuit intégré de l'alimentation, d'une alimentation. Ça peut être l'alimentation ou bien ailleurs. Voilà. Donc, U, c'est un circuit intégré. Donc, cette tension-là vient donc là. Vous voyez que ce circuit intégré, s'il est relié à la masse, voici la patte 4 qui est reliée à la masse. Mais imaginez-vous que cette patte 4 soit reliée comme ça, la masse, les composants qui sont là-dedans soient cassés et qu'on ait la masse ici. Vous aurez un court-circuit à la patte 7. Parce que le composant ici peut-être est en court-circuit. Tout simplement. Et vous voyez que ça continue là. Vous voyez qu'il y a toute une zone qui est déjà qui concerne le plus VADP. Le voilà. Voici encore le plus VADP qui vient ici. Donc, et voici encore les composants qui sont là. Ces composants peuvent lâcher. Déjà, ne faites pas confiance à ces composants. Chacun peut lâcher.
Vous êtes là pour vérifier qui a lâché, à quel niveau se trouve le problème. Donc, il n'y a pas de sentiment ici. Donc, ici, voilà encore la masse. Donc, vous voyez que le secteur de plus VADP qui va au niveau de la page 14, on a bien des composants reliés à la masse. On a bien des composants reliés à la masse. Donc, voilà encore le plus VADP ici qui entre toujours dans ce composant. C'est le même composant. Sauf qu'on a mis ici encore les autres pattes là. Donc 1, 2, voilà les pattes 1 et 2, 3 qui sont là. 4 et 8, on les remet toujours là parce que c'est les tensions négatives et positives. L'entrée et puis en fait pas l'entrée, l'alimentation qui est le plus et le moins qui est la masse. C'est un peu comme ça. Donc voilà un peu, ça c'était pour vous montrer où va le plus ADP, dans quel endroit il se trouve, les composants qui sont concernés par cette zone-là. Et s'il y a un là-bas qui est en court-circuit, hop, on est dans la merde. Vous voyez, le voilà encore qui entre ici. Vous voyez, dans une autre résistance. Le voilà qui entre là. Et si cette résistance a claqué, c'est bon, on aura la masse. Voilà encore, ça arrive là, et voilà un condensateur. Cette tension-là va dans plusieurs endroits, dans plusieurs endroits. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà comment est-ce qu'il faut Allô? expliquer. Oui? Allons-y. Uniquement, est-ce qu'on devrait tester tous ces composants un par un? Il n'y a pas un moyen de savoir directement celui qui pose le problème? Bon, il y a moyen, je dirais oui et je dirais non dans certains cas. Je dirais non, un moyen direct, je dirais oui, je dirais aussi non. Je dirais oui, dans le cas où les composants qui devraient bloquer le problème n'ont pas pu le faire. C'est-à-dire bloquer, peut-être, imaginons qu'il y a un court-circuit. Il y a normalement des composants qui devraient stopper ça, empêcher que le court-circuit, que la tension n'entre pour qu'on voie peut-être un composant se mettre à chauffer et brûler carrément. Il y a des composants qui ont la capacité de bloquer. Bon, si ces composants n'ont pas pu bloquer et tu injectes le power supply, évidemment, le composant qui dérange va se manifester rapidement en chauffant énormément. Puisque tous les électrons vont se retrouver à passer parce qu'ils cherchent le chemin le plus court pour arriver là où ils veulent. Et la masse, c'est le chemin le plus court. Donc voilà pourquoi tout le composant va chauffer énormément parce que tout va se retrouver à son niveau. Donc c'est un peu ça. Ah, d'accord. Voilà comment tu peux identifier directement. Ça, c'est pour le court-circuit. Hein. Ça, c'est pour le court-circuit. Oui. Mais maintenant, il y a des moments où tu peux m'injecter. Il y a une autre puce qui voit le danger et il bloque. À l'instant là, c'est ton multimètre qui va te sauver. C'est ton multimètre. Donc, ne simplifiez pas le multimètre en vous disant, bon, vraiment, je crois que on va toujours utiliser le power supply. Non, on ne va pas toujours utiliser le power supply. Il y a des moments, c'est le multimètre qui va t'aider à résoudre le problème. Le power supply sera incapable. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas à tout moment, que c'est le multimètre, le power supply qui va venir vous aider. On se comprend. Donc, voilà comment ok, merci. Oui, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre la chose. On se comprend? Ouais, Oui, c'est... D'accord. Donc, Merci. voilà. Parce qu'il y a des gens que tout, pour eux, c'est le multimètre. Donc, ils se disent, c'est le power supply. Ils se disent que c'est le power supply qui va les aider à résoudre tous leurs problèmes. Ce qui n'est pas vrai. Bon, dans certains cas, c'est avec le multimètre que tu vas résoudre ton problème. Et tu vas savoir. Donc, voilà pourquoi tous les éléments dont je vous parle là, prenez ça en considération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que la tension entre ici, c'est ADP in. Maintenant, quand ça traverse cette bobine, ça change de nom. Ça devient plus VADP.
Et le plus VADP là a une déviation ici à prendre en considération. On est allé au niveau, ça arrive, et je vous ai montré comment ça se passe. J'espère que chacun a bien vu. Voilà. Maintenant, donc, maintenant que, supposons qu'il n'y a pas de problème ici, il n'y a plus de problème. Et la tension arrive donc ici, elle arrive donc au niveau du premier MOSFET. Maintenant qu'elle arrive au niveau du premier MOSFET, elle entre ici par la source. Regardez très bien. Regardez très bien. Voici l'interrupteur qui est bien placé là. Voici le 4. La patte 4, c'est la gate. Voilà sa G. C'est la gate. C'est la gate. Maintenant, c'est que toi, tu dois faire en tant que maintenancier. Quand tu vas regarder la gate, tu suis sa ligne pour voir elle est activée de quelle manière. Regardez, elle est activée de quelle manière. On regarde là, on suit là, là, on descend là. On descend là pour voir qui l'active. Voici un composant ici. Voici un signal ici. Ce n'est pas fini. Regardez, voici un signal là. OK, très bien. Vous comprenez qu'il y a deux éléments qui doivent être présents pour que ce composant-ci fasse passer le signal. Regardez simplement ce qui se passe. Nous avons un signal ici, ADP enable. Ça, c'est un signal d'activation qui passe là par cette diode. Ça vient comme ça arrive au niveau de la source. Attention, ça encore, c'est un transistor qui fonctionne exactement comme le MOSFET. C'est-à-dire, il a la source, il a le drain, il a la gate. Retenez toujours le même principe. C'est-à-dire, ça, c'est un interrupteur. Pour toi qui veux faire, qui travaille dans ce domaine électronique des cartes mères, retiens juste que source, drain, il y a gate pour activer. Donc, ça veut dire que le signal que vous voyez ici, bad call, le signal que vous voyez ici, bad call dièse, vient ici activer ce transistor pour que le signal qui vient comme ça passe et arrive jusqu'ici. Vous voyez, que ça arrive jusqu'ici et ça vient activer ce MOSFET. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient ce signal? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il vient de la piste de charge. Voilà. Maintenant, on peut se dire, OK, bon, peut-être ça vient de la piste de charge. OK. Maintenant, on va certifier, on peut vérifier. On va vérifier pour voir. Parce que je vous ai dit que dans chaque carte mère, prenez quand même la peine de vérifier. Bon, on peut se dire, on sait que, OK, d'habitude, ça vient peut-être de la piste de charge. OK, c'est bien. Mais maintenant, pourquoi ne pas vérifier ici? Ici, je prends, je copie et je colle. Ça, c'est un réflexe que vous devez avoir. Copier, coller. Copier, coller. Donc, je colle là et j'appuie sur suivant. Suivant. Là, je suis directement là où c'était d'abord. Maintenant, je continue. Ça va me dire à quel niveau. Mais là, on m'a même déjà donné une idée. On me dit page 14. Donc, ça va aller à la page 14. Mais on va quand même avancer. Vous voyez qu'on va tomber là-dessus. Regardez, on a la page 14. Vous avez vu? La page 14. Et là, 5. On dit que ça part à la page 5. Ça, c'est comme ça la page où on était. La page 5. Donc, maintenant, regardons comment ce signal est fabriqué. Vous voyez que ce signal est fabriqué ici. On regarde donc qui fabrique ça. On remonte. On remonte. On voit plein de choses. Vous voyez qu'on a bien des composants là en route. Mais là, ça ne doit pas nous déranger. On essaye de voir. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Regardez ce qui fabrique ça. Le plus VADP. Donc, le plus VADP vient entrer ici, à ce niveau-ci, par ce système. Regardez bien le système qui permet l'activation. C'est tout un tas d'éléments. Hein? C'est tout un tas d'éléments. Regardez, la tension entre ici, au travers de ces deux résistances, de cette diode. Vous voyez que l'autre est relié à la masse, ici. Vous voyez? Ça, c'est un signal d'activation. Donc là, ici, la tension sera découpée. Elle va passer par cette diode et venir là, nous envoyer le signal. Donc, voilà ce qui va se passer. Elle aura un double travail. Elle va effectuer un double travail. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La tension VADP qui traverse la bobine, là, voilà. Cette tension vient comme ça, elle vient,
elle vient au travers de ces deux résistances. Je vous ai dit, retenez bien le système-ci. Deux résistances avec une résistance qui reçoit une tension positive et l'autre résistance qui est liée à la masse produisent au milieu un signal d'activation. Gardez cette phrase-là un peu comme, je peux dire comme une formule. Ça produit un signal d'activation. Ça, c'est un système que vous allez voir presque partout. Donc, maintenant, le signal d'activation ici, c'est un nœud ici. C'est deux choses. Donc, ça fait un double effet. Ça vient activer la gate. Regardez bien, la gate de ce MOSFET. Mais pour le moment, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça pour le moment. Mais c'est un autre circuit. C'est un autre circuit. Mais on peut toujours voir. Vous voyez que ça joue même le même rôle. En réalité, ils ont mis deux possibilités. Par exemple, quand tu regardes là, tu vois adapter enable. Hein, vous voyez qu'il y a deux éléments. Mais le problème, c'est que le signal, s'il n'est pas à l'endroit où nous étions. La preuve, c'est que regardez, page 39. Donc, ça part à un autre endroit. Je ne sais pas si vous me suivez là. Vous me suivez? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, ce signal-ci est en train d'aller à un autre endroit. La preuve, regardez la page et regardez, il n'y a pas dièse ici. Par contre, regardez de ce côté-ci, il y a dièse. Donc, légèrement, le dièse est mis pour dire que ça vient, mais en faible, du moins en niveau bas. En niveau bas. Et ça vient pour activer. Par contre, ici, ça passe sûrement peut-être pour informer. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Et nous avons le bad call ici. Regardez les deux signaux. Les deux signaux dont on a besoin, les voilà. Voici le bad call qui est là. Vous voyez comment il est produit. Donc, vous voyez que le composant, c'est aussi important. Donc, les deux sont importants. On a ceci, la VADP qui descend là, elle descend. Au travers de tous ces systèmes que vous voyez là, c'est juste pour pouvoir sortir un signal d'activation. Ce signal va donc aller comme ça, à droite, et il va aussi aller à gauche. Deux choses, à droite, à gauche. OK, à droite, il va entrer ici, activer ce MOSFET, et regardez ce qui va se passer. La source a quoi? La masse. Dès qu'il active le MOSFET-ci, la masse va traverser. Donc, retenez, je vous ai dit que c'est un interrupteur. Dès que c'est un interrupteur, dès qu'il actionne, ça traverse. On s'en fout si c'était la masse de l'autre côté ou si c'est le plus. Lui, il joue le rôle d'interrupteur. Il fait passer ce qui était de l'autre côté pour l'autre côté. Point barre. On s'en fout si c'était une tension ou si c'est la masse. Retenez juste comme ça et ça va vous limiter, donc ça va vous faciliter la tâche. Donc, dès qu'il active là, la masse traverse tout simplement. La masse va se retrouver ici, au niveau de la patte 3. Donc, si vous branchez, vous n'avez pas, et le signal n'est pas encore arrivé là, c'est-à-dire vous enlevez peut-être la bobine, parce que dès qu'on enlève la bobine, il n'y a plus cette tension. Vous allez constater qu'on n'aura rien ici, on n'aura pas de masse au niveau de la patte 3. Mais dès que vous avez branché, il y aura la masse. Si vous regardez là, vous allez avoir 0,00 en termes de tension. C'est la masse. C'est la masse ici. Maintenant, donc, vous voyez que dès qu'il active la gate ici, on aura la masse qui va venir au niveau du drain, la patte 3. La masse va donc venir comme ça. Tac, 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 tac. Regardez. La masse, vous voyez que ici, on aura la masse. C'est la masse qui sera ici plutôt. On aura la masse là, à ce niveau-ci. On se comprend? On a la masse ici. Maintenant, on a un autre système ici. Ça, c'est la masse ici. Maintenant, il faut que ça soit activé. La base ici, là, c'est un peu comme la gate toujours. Donc, ici, on a ça. Voilà, ici, voilà, je remonte ici pour vous montrer. Voilà, ici, ça, c'est après. Ça, c'est déjà après. Donc, ici, ce qu'on va prendre, c'est pour se limiter. Parce que là, c'est un autre système déjà de l'autre côté. Puisque ces composants jouent plusieurs rôles. Donc, pour le moment, c'est la route qui est importante pour nous. La route, c'est l'autre côté, c'était déjà autre chose. J'ai vu 3 volts, 3 volts linéaires. Donc, là, ça ne peut pas vous aider pour le moment. Donc, on est à ce niveau. La masse vient donc ici, comme ça, et ça arrive là. Et ça va traverser. Donc, ça va traverser sous forme de signal. Ce signal-ci également est produit. C'est important. Vous voyez que ce signal, vous allez retrouver
automatiquement, si on continue là, vous allez voir qu'on se retrouve au niveau de du PCH. Donc ça, c'est le PCH qui doit renvoyer ce signal ici au niveau de la base. Et là, on aura donc la traversée de ce signal qui est la masse cette fois-ci. Et ça va entrer donc à ce niveau sous forme de bad call. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc quand vous regardez le circuit, vous devez comprendre le chemin que parcourent certains signaux. C'est pour ça qu'on appelle ça circuit logique. Donc ça fonctionne sous forme avec une certaine logique. Pourquoi c'est la masse qui traverse en fait? Voilà, voilà ce qu'on a en train de voir ici. La masse, voilà, la masse, pourquoi la masse traverse? Parce que la masse est importante chaque fois qu'on veut produire une activation. Il faut vraiment la masse. Elle vient là soit pour diminuer. Donc, quand elle est présente, soit elle vient pour diminuer, soit elle vient pour activer. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il faut ça. Donc, j'essaie d'utiliser les termes. Ah, d'accord, merci. Oui, pour vous faciliter. Je ne veux pas trop entrer en profondeur dans certaines choses-là. Ça va vous perdre de temps pour rien. Donc, je prends ce qui est plus simple pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui. Donc, la masse doit donc venir là, traverser comme vous voyez là. Et on aura un signal d'activation ici. On aura un signal d'activation, le bad call. Donc, retenez simplement comme ça que la masse va donc venir là, permettre d'avoir un signal d'activation ici et informer un autre composant ici. On peut voir le composant qu'elle va informer. Parce que ça, c'est l'information. Par contre, celui qui est important ici, c'est, du moins les deux qui sont importants ici, c'est ça. Adapter enable, qui part à la page 5, là où on était. Et le deuxième élément important, bad call, qui part à la page 5. Voilà comment ça va fonctionner. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas activation de la gate, s'il n'y a pas activation de la gate, ok, nous sommes revenus à page 5. Imaginons, nous sommes à ce MOSFET, qui est le premier MOSFET. Imaginez un instant, la tension est ici, mais elle n'est pas ici. Mais alors, il faut vous poser la question, est-ce que la gate a été manipulée? Et je vous suis allé vous montrer comment elle fait pour être manipulée. Vous voyez que ça vient comme ça vient, mais en fait, c'est pas que ça vient. Ici, c'est plutôt l'arrivée déjà ici. Donc, le début de ça, c'est là où on était là. Voici le bad call là qui vient ici. Ouais. Et nous avons ici, regardez bien, vous allez voir que c'est ici, c'est la tension. C'est la même tension là ici. C'est la même tension qui vient ici. Et ici, vous voyez qu'à ce niveau-ci, on aura une activation. La masse va venir diminuer, si vous voulez. Diminuer les choses de telle manière que ici, ça soit activé. Et une fois que ça sera activé ici, on aura le passage du signal qui vient d'ici. Donc, ça veut dire que tant que bad call n'est pas présent, celui-ci ne va pas laisser passer le signal ADP enable. Voilà comment ça se passe. Donc, ça veut dire que celui-ci est encore au-dessus de l'autre-ci. Donc, vous comprenez donc que l'autre-ci peut-être peut venir avant, mais il va attendre celui-ci encore. Il va attendre que bad call soit présent pour qu'on ait le passage, puisque bad call va venir activer ce MOSFET pour que le passage, la tension entre comme ça, entre là, ça vienne ici et ça vient comme ça. Donc, voilà comment ça va se passer. Donc, s'il y a donc un problème au niveau de... Comment diagnostiquer donc? Si vous avez 19 volts ici et vous n'avez pas 19 volts là, on sait bien qu'il faut que la gate soit activée. Mais vous voyez que le temps de vérifier pourquoi la gate n'est pas activée ou bien est-ce que la gate n'est pas activée, oui ou non, ça peut vous perdre du temps. Qu'est-ce qui est plus simple de faire? Changer d'abord ce MOSFET. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de court-circuit ici et vous avez 19 volts ici, mais vous n'avez pas 19 volts là-bas, changez le MOSFET d'abord. Très simple. Mais ça, c'est une solution simple. Ce n'est pas que c'est la première chose qu'il faut faire, mais c'est la solution la plus simple à faire. Parce que ça fait partie des choses qui peuvent bloquer. Maintenant, si tu as changé le MOSFET, ça n'a rien changé. Bon, même avant de changer, pardon, j'ai sauté une étape. Avant de changer, injecte un peu une tension ici. Injecte un peu une tension. Même 3 volts.
même 3 volts, même 5 volts. On monte même à 6 volts. Et tu vois. Donc, tu branches ton chargeur. Là, ça veut dire qu'à ce moment, il te faut avoir le chargeur. Sauf si tu as 2 power supply. Si tu as ton chargeur, tu branches. Tu vois bien que la 19 volts vient ici. Là, tu es content. Maintenant, tu vois, il n'y a pas 19 volts à sortir. Tu prends ton power supply à la gate et injecte même 6 volts. Donc, un peu comme si tu voulais faire le travail de tous ces circuits-ci seul. Juste pour gagner en temps. Tu essaies de faire ce travail pour dire, OK, bon, attends, j'essaie d'injecter, je vois. Si tu injectes, tu te rends compte que, hop, voilà la tension qui passe. Donc, quand tu injectes, après, déjà ton multimètre, tu testes la tension au niveau du drain. Si au niveau du drain, tu as déjà la tension 19 volts qui est là, ça va nous dire que le MOSFET, si lui fonctionne normalement, sauf que son circuit d'activation n'est pas bon. On n'arrive pas à l'activer. Et on n'arrive pas à l'activer pourquoi? Parce qu'il y a un composant qui fait partie de l'activation qui est gâté. C'est là où tu vas aller faire la recherche à l'aide du multimètre. À l'aide du multimètre. Tu vas donc vérifier ces composants l'un après l'autre. L'un après l'autre. Et dès que tu découvres qui dérange, c'est bon. Tu changes le composant et le tout est joué. C'est simple. Donc voilà comment est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, on est donc ici au niveau de l'alimentation. Une fois que le courant traverse donc la zone de l'alimentation, regardez, ça change le nom. Le nom maintenant c'est plus VADP BL. Vous voyez que là, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même nom qu'ici. C'est un autre nom. OK? Maintenant, on descend, on descend. On descend, on descend, on descend, on descend. On descend là. On suit juste la ligne principale. Suivons juste la ligne principale. On tombe sur un autre MOSFET. Vous voyez, ça, c'est le deuxième MOSFET. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu une déviation. Et il y a eu une déviation lourde. Regardez, il y a eu une déviation lourde. Regardez bien le trait bien renforcé. C'est une grosse ligne. Vous dire ici que c'est une grosse ligne. Donc, ici, on descend, retournons au niveau du deuxième MOSFET. Vous voyez que pendant que ça descend, regardez les composants qui sont en schéma. Celui-ci est lié à la masse. Donc, s'il claque, il y a court-circuit. Tu vois que la résistance ici peut aussi créer le court-circuit. Si elle a claqué, si par exemple sa résistance n'est plus à 15 kΩ, elle est déjà très faible, ça va bloquer. Vous pouvez voir, la tension va diminuer. Voilà, par exemple, des composants qui font que tu as peut-être 19 volts, de l'autre côté, tu as même 12 volts, ou 5 volts, ou 6. Parfois, c'est des composants comme ça qui font diminuer cette tension-là. Et là, vous essayez de les examiner. Dès que tu retrouves le coupable, tu l'élimines et tout est normal. Tout est normal. C'est-à-dire, parfois, il n'est pas cassé complètement. C'est-à-dire, il est un peu relié à la masse. Donc, il n'est pas relié complètement à la masse. Donc, il s'est cassé, on peut dire d'une manière où le plus et le moins ne se touchent pas bien. Généralement, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue seulement la tension. Donc, si tu ne vas pas voir peut-être subitement un composant se chauffer ou être... Non. Généralement, c'est qui le fait baisser là, ça peut être un composant qui est lié à la masse, mais en partie. Donc, tu vois les composants pareils. Donc, on arrive là, on continue, on arrive au niveau du deuxième MOSFET. Au niveau du deuxième MOSFET, si la tension entre ici, mais on n'a pas de tension ici, alors il faut se poser des questions. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? S'il n'y a pas de court-circuit ici, premier réflexe, j'injecte une tension ici. Si la tension passe, ok, c'est bon, ça veut dire que le MOSFET est bien fonctionnel, mais ça guette à un problème. Je regarde qui gère la gate. S'il y a un court-circuit ici, non, c'est que ça, je vais réfléchir autrement. Je vais chercher à voir qui crée le court-circuit. Regardez ici, on a 7 ampères et 280 millisecondes. Donc, ça veut dire qu'avant que la tension arrive ici, on est déjà à 280 millisecondes. 280 millisecondes. Voilà comment ça se passe. Donc maintenant, on est ici.
qui active la gate. On descend. Voici ça ici. ADP Drive. ADP Drive, on dit à la page 5. Ça veut dire que nous sommes sur la même page. Donc, celui qui active la gate, c'est un signal qui est sur la même page où nous sommes. C'est la puce de charge. On n'a pas besoin de réfléchir puisque la puce de charge est juste là. Elle est juste là. La puce de charge est là. Là, voilà. Voilà, la puce de charge. Elle est ici. Et ADP Drive. C'est que si on a une patte ici qui est ADP Drive. On a une patte comme ça. Forcément, on a une patte comme ça. Donc, on regarde bien. On va tomber dessus. Regardons d'abord un peu le signal là. On a dit que c'est ADP Drive. Il faut qu'on retrouve ça. Ok, voilà, on a dit que c'est ADP Drive Jazz. Voilà. ADP Drive Jazz, il faut qu'on retrouve ça ici. Où ça se situe? Bon, vous voyez que ce n'est pas directement, ce n'est pas parmi les noms si directement, mais ça va sortir de là. Ça va sortir de là. Maintenant, il faut qu'on retrouve ça. Le plus simple, c'est de cliquer, de retaper le même signal là. C'est le plus simple. ADP Drive, ça veut dire ce signal-ci. Donc là, je vais le sélectionner, je le copie et je viens le coller là. Là, je le colle et je le cherche. Donc le voilà là. Voilà, ok. Nous sommes toujours à la même page. Donc, il ne sort pas automatiquement. Vous voyez, il ne sort pas automatiquement. Mais regardez ce qui se passe. En réalité, le ADP Drive là, c'est la masse carrément. C'est la masse qui va arriver là-bas. Je peux déjà vous dire pourquoi. Parce que la gate va venir activer la gate. On va activer la gate de ce composant. La masse va traverser. Ouais. Ça va traverser et devenir ADP Drive JS. C'est la masse. La masse. Donc, OK. Comment cela va se passer? Il faut regarder donc en arrière. On arrive ici, on voit un composant, le U1021. Ça, c'est un circuit intégré. On ne voit pas là, la page, elle est bloquée, là, ton écran. La page de ton écran de partage, là, elle est bloquée sur le schéma numéro 5. Ah, donc ça ne bouge plus. Ouais, ça ne bouge plus, ouais, depuis tout à l'heure, oui. Et là, maintenant, vous me voyez? Sur ton écran de partage, non, on ne voit pas. Elle est bloquée, la page, sur le schéma 5. Aïe, 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 aïe. Ça ne bouge pas toujours. Ah, là, ça bouge. Là, c'est bon, ça bouge. Là, ça bouge. D'accord, c'est bon alors. OK. Donc, on est au niveau d'ici. J'étais en train de dire que le ADP Drive ne sort pas directement de la puce. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça ne sort pas directement de la puce ici. C'est ça qu'on a envie de voir. Maintenant, regardez comment il est fabriqué pour venir activer le MOSFET. Voilà comment il est fabriqué. Vous avez ce circuit intégré. Qui dit circuit intégré, ça veut dire qu'il y a plusieurs composants dedans. Et dans ce circuit-là, on peut avoir plusieurs composants qui jouent plusieurs rôles. Il peut y avoir plusieurs départements. Certains gens me demandent souvent, finalement, qu'est-ce qui se passe? Je vois des tensions qui entrent, je vois ceci, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Souciez-vous juste de ce qui est important pour vous. Laissez le reste pour le moment. Une puce peut avoir plusieurs fonctions et ne l'empêchez pas d'avoir plusieurs fonctions. Regardez juste ce qui est important pour toi. Parce que regardez cette puce-ci. Vous voyez qu'il y a encore 5 volts all ici. Ouais. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Bon là, ne vous inquiétez pas pour ça. Regardez juste ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est ceci. Voilà la tension qui est là avant. N'oubliez pas, ça c'est la tension qui est avant. C'est avant ou après? Attendez, laissez-moi vérifier. On a le deuxième MOSFET ici. Il est quelque part là. Ok. D'accord, c'est lui là. Oui, c'est lui. Ok, oui, là, c'est ça. Oui, ok, voilà, attention. Plus VADP BL, c'est ça, non? Là, voilà. C'est elle qui vient donc comme ça. Elle entre
dans ce MOSFET. Voilà, donc c'est la tension qui vient avant, donc elle est bien présente. Et c'est cette même tension-là qui vient donc là, à ce niveau-ci, on est où là? On descend encore, oui. Voilà, c'est cette même tension qui vient donc entrer dans cette puce qui est un circuit intégré. Elle entre donc ici. On se comprend? Donc elle entre à ce niveau. Maintenant, voilà le signal qui va sortir. Dès qu'elle va entrer dans cette puce, c'est la patte 4 va sortir un signal pour activer ce MOSFET. Donc, la tension 19 entre ici et la tension sort. Ça veut dire que cette puce-ci s'active automatiquement. C'est ça qu'il faut qu'on constate. Si on tape la référence de cette puce, vous allez constater que son activation est liée à l'entrée de cette tension. Donc, c'est comme si dès que ça entre là, ça alimente, en même temps, ça active. C'est ce qui se passe. Donc, ça va venir activer ce MOSFET, du moins ce circuit intégré. Et puis, ça va l'alimenter. Et puis, on aura la sortie ici. Voici ça. On a out. Out ici, c'est un signal d'activation qui va venir activer ce MOSFET. Et la masse va traverser comme ça, arriver au niveau du drain et devenir ADP drive. Voilà ce qui va se passer ici. Donc, la puce de charge n'a rien à faire ici. Ça va activer le MOSFET au niveau de la gate, c'est ça? Voilà, au niveau de la gate, exactement. Ça, c'est une puce de charge ou c'est quoi exactement? Voilà, ce n'est pas une puce de charge, c'est une puce en fait qui est auxiliaire à la puce de charge. Je peux dire comme ça. Vous voyez qu'ici, ils ont mis une puce qui est auxiliaire à la puce de charge. Vous voyez, ça a l'air un peu bizarre, non? Mais c'est ça. C'est pour ça que vous avez dit que c'est bon de voir plusieurs cas. C'est ça, parce qu'avec ça, vous allez mieux vous en sortir. Et je vous rappelle que AC drive, ADP drive ici, c'est la masse. Vous avez vu comment on a découvert, non? C'est la masse. Oui. C'est la masse, tout simplement. Ça veut dire que quoi? Je vous donne un peu une solution facile maintenant. Maintenant que vous avez bien vu le schéma, je vais vous expliquer que c'est la masse. Regardez une solution facile. Imaginez un instant que vous regardez le MOSFET est bien fonctionnel, mais vous vous rendez compte que la gate ici, la gate n'est pas activée. C'est juste ça. Quand vous activez vous-même, ça passe. Vous n'activez pas, ça ne passe pas. OK, une solution simple. Mettez la masse ici. C'est-à-dire, mettez la masse ici. Et vous allez constater immédiatement que le courant va passer. Parce que tout le circuit que vous avez vu qu'on a fait, c'est juste pour que la masse arrive ici. Et rappelez-vous le système dont je vous ai parlé. Résistance qui reçoit une tension positive. Autre résistance qui est liée à la masse. Produit au milieu. Tension d'activation. Est-ce que vous voyez la même chose ici? La même chose. Ouais. C'est la même chose. C'est-à-dire, on a une résistance. Regardez, qui est la patte 1 qui est reliée à une tension positive qui est la 19 volts. Mais la tension là, c'est la même qui entre comme ça et vient ici. La 19 volts. Maintenant, l'autre résistance est reliée à la masse. Le ADP drive, c'est la masse. Ça produit au milieu une tension d'activation. Cette tension d'activation va donc venir activer cette gate et le courant va passer. Si le MOSFET est bon, le courant va passer. Si le MOSFET est bon, ça va passer. Et s'il n'y a pas de court-circuit ici, au niveau de la sortie, il n'y a pas de court-circuit là, le MOSFET est bon, le courant va passer. Donc, si tout le circuit là ne fonctionne plus, alors tu peux t'en foutre de ça d'abord, puisque ce n'est qu'un circuit pour pouvoir activer ici. Là, pour le moment, c'est comme ça. OK, tu peux le couper carrément. Tu dis, OK, bon, comme tu ne fonctionnes pas, qu'est-ce que je fais? Tu prends un petit câble, tu relis ici à la masse. Là, l'activation va donc passer directement et tout va se passer comme il faut. Maintenant, si tu as les composants, tu regardes le composant qui est fautif, tu peux le changer. Ça, c'est l'idéal.
tu le changes. Tu retrouves quel composant qui ne va pas. Pour retrouver qu'est-ce qui ne va pas, vérifie juste les deux résistances-ci. Tu vois leur valeur. Ici, c'est 47 kΩ. Ici, c'est 4,7 kΩ. Tu vérifies leur valeur. Parfois, sur la carte, tu peux une fois voir ça donne. Dans d'autres cas, tu es obligé de retirer la résistance et la tester à l'extérieur. Et j'ai une question, c'est par exemple, on a un condensateur qui est à sèche et qu'on veut le remplacer et qu'on n'a pas de datasheet de la carte mère et qu'on a du carte mère dans notre côté. Comment mesurer la valeur d'une résistance pour savoir si elle est compatible avec, avec cette carte mère? Est-ce qu'on peut prendre les mesures de condensateur en mode de ohm avec le multimètre? Non, c'est un peu difficile comme ça. Hein. Franchement, c'est un peu difficile comme ça. Je ne peux pas vous conseiller ça. Théoriquement, les gens sortent des trucs là, mais dans la pratique, vous risquez d'être un peu déçus. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens font de manière théorique là, mais dans la pratique, vraiment, vous voulez dépanner votre carte. Franchement, si vous avez un composant qui s'est gâté là, cherchez un d'une carte mère similaire si vous voulez limiter les problèmes. Oui, Ou bien si vous avez le datasheet, tant mieux. Mais vous regardez. Le problème, des fois, il n'y a pas de datasheet. Et le problème, des fois, il y a des composants qui n'ont pas de numéro. Par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, des fois, il y a des petites résistances. Je ne sais pas si vous avez sur des cartes mères, des petites résistances, il n'y a pas de numéro. La plupart des résistances, il y a du numéro. Ça veut dire qu'il y a 0 ohm, ça veut dire que c'est une résistance qui n'a pas de valeur. Des fois, il y a 2 R20, des fois, il y a R100. Mais des fois, il y a des résistances, il n'y a pas de numéro. Ça veut dire Il n'y a là, rien. voilà. Oui, dans ce cas-là, tu essayes de trouver une carte mère de la même génération, et on va arriver sur les générations, de la même génération. Tu prends une carte mère de la même génération, généralement, pour les mêmes générations, on met parfois des composants et de la même zone. Donc, tu prends le composant de la même génération et de la même zone, ayant la même forme. Dans la plupart des cas, c'est des composants qui sont compatibles. D'accord. Oui, c'est compatible. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir les cartes mères donneuses, d'avoir quand même un stock. Ça aide beaucoup, franchement. Ça aide beaucoup. Parce que les fabricants, au fur et à mesure, vraiment, comme vous le dites là, ils font tout parfois, ils bloquent, il n'y a pas de datasheet, il n'y a pas ceci, ils ne mettent rien vraiment. Parfois, là, tu es en difficulté. D'autres que tu peux trouver la valeur avec ton multimètre, tu le fais. D'autres que tu ne peux pas, tu fais comme ça. C'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui ont des appareils qui permettent de retrouver certaines valeurs là. Et là, vous pouvez acheter ces appareils-là également si vous voulez vous en sortir. Parfois, ça peut vous donner une bonne valeur. Parfois, ça peut aussi vous égarer. Il faudrait que l'appareil soit vraiment très bon. Parce que les gens fabriquent parfois du n'importe quoi là. Et puis ils disent que bon, voilà, tel appareil, ça fait ceci. Et puis tu induis en erreur. Tu fais tes trucs, après dès que tu mets, ça te met plutôt dans les problèmes. Le meilleur, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs cartes là. Avec ça, ça marche. Tu peux bien te battre avec. Donc, voilà un peu. Donc là, la tension va donc passer comme ça. Elle va arriver là. Là. Et puis elle continue. Alors, je sens qu'elle allait dans le mauvais sens. Elle passe donc ici. On est à 7 ampères ici. Donc ici, si tu as même mis 5 ampères, c'est pas grave. Cette zone-ci, c'est plus grave. Ça ne me dérange pas. Ici, elle se transforme en VBAT. Regardez bien. Maintenant, elle devient VBAT. VBAT. Et le VBAT, là, va donc aller comme ça dans plusieurs secteurs. Et ici, on a une résistance qui est la résistance de charge. Vous voyez toujours ces deux sondes là. C'est ça. Donc, la résistance de charge. Et de ce côté-ci, c'est VBAT R. Donc, ça, c'est la batterie. V-batterie. Donc, ça, c'est la batterie. Donc, ça, c'est comme ça. La tension qui vient de la batterie vient toujours se croiser au niveau de cette résistance. Cette tension-là vient toujours là. Donc, ça, c'est pour le chargeur. Ça, c'est pour la batterie. Maintenant, la batterie ne passe pas quand il y a le chargeur. Ça, c'est ce qu'il faut déjà savoir. S'il y a le chargeur, celui-ci ne sera pas présent. C'est plutôt celui-ci que tu vas voir traverser comme ça pour venir sur un autre MOSFET ici. Vous aurez un autre MOSFET là. Cette tension qui vient là, vous voyez, elle entre ici, plutôt dans ce MOSFET.
On a le MOSFET, vous voulez chercher comme ça le MOSFET de la batterie. Apparemment, ici, ils ont fait un autre système pour le MOSFET de cette batterie-là. Dans tous les cas, ça va venir comme ça. Le BAT-R, le V-BAT-R là, sûrement va comme ça au niveau du MOSFET de la batterie. Donc, si on clique là, forcément, on va arriver au niveau de ce MOSFET. Bon, mais ici, ça, c'est le V-BAT qui vient du chargeur. Le V-BAT-C vient du chargeur. Adaptateur. Donc, une fois que tu as la 19 volts ici, il n'y a plus de problème d'alimentation. Donc, tu n'as plus de problème dans la partie alimentation. Voilà comment ça fonctionne. J'aimerais bien que vous preniez des cartes pour essayer de voir tout ça. Et pratiquer un peu ce qu'on a fait là, de vous battre en suivant quand même un peu les choses de manière ordonnée. De manière ordonnée. Et je crois que ce serait une bonne chose. Donc, quand ça traverse là, ça tombe là, V-BAT R. Donc, celui-ci, regardez, il part à la page 6. Par contre, celui-ci part dans beaucoup de pages. Ça veut dire que c'est celui-ci qui sera plus important. Celui-ci. Oui, le plus V3AL, oui. Oui, il est plus important. Parce que lui, il part presque partout. Regardez, page 7, 8, 9, 11, 13, 30, 39, 48. Donc, c'est lui qui peut alimenter beaucoup de composants. Donc, c'est lui qui est capital. C'est lui qui sort d'ici, qui sort de la restante de charge. C'est pour alimenter comme ça beaucoup de secteurs sur la carte. C'est ça. Donc, voilà un peu l'alimentation fonctionne ici. Et là, revenons au niveau de la prise de charge. Alors, voilà, on peut se poser la question de savoir, bon, la prise de charge, alors, elle fait quoi ici? Bon, c'est parce que dans le cours que j'ai donné de manière générale, j'ai dit que la prise de charge, elle fait passer le courant et tout. Ça, c'est un cas, je peux dire un cas général. Mais dans les cas particuliers, il y a beaucoup de cas où la prise de charge, elle n'a rien à faire là, dans ce travail-là. Son travail, c'est juste de charger la batterie, point final. Comme c'est le cas ici. Vous voyez qu'ici, la prise de charge, elle charge la batterie, voilà. Le travail de la prise de charge ici, c'est charger la batterie et puis également vérifier la tension qui entre, le courant qui entre dans la carte mère. Quoi encore? Manipuler, justement, elle doit manipuler mon set pour charger la batterie. Bon, c'est tout, hein. Vous voyez qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle n'a plus rien d'autre à faire. Terminé. Voilà son travail. Ici, c'est son travail. C'est tout. Quand vous regardez, même vous ne voyez même pas le power good. Sauf si je vois mal, je ne vois pas directement le power good. Donc, on dirait même que, même informé, là, ce n'est pas elle qui informe pour dire que tout est fini. Ce n'est pas elle qui informe. Oui, mais elle est là aussi pour contrôler la piste principale, c'est-à-dire les MOSFET. Ça veut dire si elle voit qu'il y a un problème au niveau de la piste principale, au niveau des MOSFET, bah, elle va couper le MOSFET pour que, s'il y a un coup de circuit, par exemple, bah, elle va couper le MOSFET pour que les 19 volts ne va pas sur le CPU ou le GPU, tu vois. Oui. Elle va couper. Elle va couper. C'est comme ça qu'il y a un problème, elle va couper, effectivement. C'est ça, elle va couper. Elle va couper. Elle peut agir. Elle peut agir quand même à sa manière. Mais elle ne peut pas, elle n'a pas de contrôle sur les MOSFET. C'est ça qu'il faut savoir. Mais il faut vérifier bien pour voir comment est-ce qu'elle peut faire pour stopper les choses. Dans tous les cas, les circuits qu'on a vus là, c'est toujours par là que ça passe pour stopper lorsqu'il y a un problème. Dans ce cas exact, là, le signal qui vient à la puce de charge, c'est quel signal en fait? C'est à quelle abréviation? Ou il n'y a aucun signal qui arrive à la puce de charge? Ou aucune tension, je ne sais pas. Donc, voici les tensions importantes pour cette puce de charge. Le PVCC là. PVCC là. Donc ça, la part 28, c'est son alimentation. Maintenant, AC Detect, c'est son activation. Donc, pour que la puce fonctionne, elle a besoin de ceci, du PVCC et du AC Detect.
pour fonctionner. Maintenant, une fois qu'elle est déjà fonctionnelle, elle va vérifier la tension qui entre à l'intérieur de la carte. Elle va également, à l'aide de ceci également, on peut savoir si un court-circuit sur la zone de la batterie, du chargement de la batterie, donc la region. La region doit être 6 volts. Si on n'a pas ces 6 volts là, la tension est bien basse, ça veut dire qu'il y a un court-circuit dans la zone de chargement de la batterie, c'est-à-dire au niveau de ces MOSFET là, de ces MOSFET-ci. Il doit avoir un problème à ce niveau-ci. Donc, soit ici, soit les condensateurs là, soit il y a donc, dans tous les cas, il y a un composant qui est en court-circuit. La region permet de savoir ça. Et nous avons également ici, à ce niveau-ci, le power pad permet de savoir s'il y a également, si la puce chauffe. Si la puce chauffe, par exemple, par le power pad, ça va se savoir. Et il y aura information au niveau des autres composants pour que tout s'arrête, pour qu'on essaie de voir comment arrêter les choses. C'est pour prendre la mesure de la température de cette puce. Power pad, c'est généralement un truc qui est en bas de la puce. C'est la masse qui est généralement en bas de la puce. Ok. C'est généralement comme mesure de température pour informer d'un problème. Donc voilà un peu son rôle ici. Elle ne manipule pas les MOSFET, pas du tout. On n'a rien à faire à manipuler les MOSFET, celle-ci. Ici. J'ai vu par exemple un cas dans une vidéo où c'était la puce iOS qui envoyait le signal d'activation au deuxième MOSFET. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des cas où c'est la puce iOS qui active, c'est ça. C'est ça exactement. Donc voilà pourquoi il faut donc parcourir beaucoup de cas. Parcourir même avec les cartes mères. Donc parcourir pas seulement théoriquement, mais pratiquement également. Et si tu as donc l'opportunité de pouvoir dépanner autant de cartes que tu peux, alors c'est encore un grand bénéfice pour toi. Après, vous allez informer vos camarades, vos amis, la famille. Vous dites, bon, voilà, je fais dans la maintenance désormais. Et si vous avez des cartes, des trucs qui ont des problèmes, envoyez-moi, je vais vous aider et tout cela. Oui, des choses comme ça. Ça va te pousser à travailler et puis tu vas parcourir sûrement beaucoup de choses. Et puis, bon, ça va te permettre d'avancer quand même plus rapidement. Oui. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Donc, j'attends de vous beaucoup de questions dans ces zones-ci. Donc, la prochaine séance qu'on pourra travailler, j'aimerais que vous ayez déjà fait beaucoup de cas. C'est-à-dire, si vous avez vraiment acheté déjà des cartes et tout, moi, ça me plairait beaucoup. Je suis faible, mettez-moi en charge, s'il vous plaît. Donc, si vous avez déjà parcouru beaucoup de cartes, vraiment, j'en serais très ravi. Ça va nous permettre d'avancer. Et je crois qu'avec ça, on va mieux s'en sortir, quoi. Mieux s'en sortir et vous allez aussi mieux vous en sortir. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire à ce niveau-ci. Si vous avez des questions, vous allez les poser. Sinon, là, ce que j'ai laissé à votre niveau comme tâche, ça serait juste d'acheter beaucoup de cartes, mais beaucoup d'appareils qui sont là, que ce soit bon ou gâtés. Mais en fait, les gâtés, c'est mieux. Les gâtés, s'il y en a même encore qui ont un problème d'alimentation, oh là là, c'est intéressant. Parce que là, vous pourrez pratiquer. Si vous parvenez à dépanner, vous m'informez et tout. Bon, moi, ça va beaucoup m'intéresser de voir comment vous êtes en train de dépanner déjà des cartes et tout. J'en serais vraiment ravi. Et si vous avez des questions, vous avez peut-être rencontré des difficultés peut-être à comprendre comment l'alimentation d'une carte, d'une des cartes que vous avez eues à votre niveau fonctionne, vous pouvez poser ces cas-là, on les résout. J'aimerais qu'on ait les prochaines séances, qu'on puisse s'attarder sur ça. Ça ne sert à rien d'avancer seulement trop vite, rapidement. Pourtant, même à l'alimentation, vous n'avez même pas encore fait même des cas pratiques vous-même à votre niveau jusqu'à résoudre même un problème. Ouais, là, c'est un peu embêtant. Mais si finalement vous n'avez pas fait, bon, on sera obligé d'avancer comme ça. Bon. Ça. Ok, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va s'arrêter là.
et vous allez pouvoir suivre la vidéo à nouveau. Je vais vous envoyer à vous, à votre niveau. Ok. Ok, merci beaucoup. D'accord. Merci, bonne nuit à tous. Tout le monde. Bonne nuit. Ciao à tous. Merci. Bye.